savez, De Gaulle a dit, à l'époque avant de la guerre des 6 jours, il a dit « On ne sera pas à vos côtés si vous êtes les premiers à tirer ». Il n'a pas pardonné cette désobéissance. Ça, c'est devenu quelque chose de dramatique, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Quai d'Orsay a exactement ce type de théorie. Si vous tirez les premiers, on ne sera pas à vos côtés. Pour l'Iran, par exemple. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Claude Breitman, présidente du campus francophone du Collège académique de Natania. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, elle organise un colloque De Gaulle, Israël et les Juifs entre amitié et raison d'État. Claude Breitman, bonjour, bienvenue. Bonjour, chère Cathy. Effectivement, c'est vraiment un moment complètement atypique, mais qui, je crois, va porter des enseignements non seulement sur l'histoire, qui va nous permettre de décrypter un certain nombre d'ambiguïtés qui sont restées quand même des grandes interrogations. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera à refaire l'histoire complètement pour faire de cette époque quelque chose qui était complètement, positif vis-à-vis d'Israël. Mais en tout cas, si vous voulez, ça va nous permettre de mieux comprendre les décisions d'un immense homme politique par rapport à de très grands sujets. On a besoin de savoir, on a besoin d'aller au fond des choses, et je crois que ça va nous enseigner aussi un certain nombre de choses pour ce qui arrive aujourd'hui, et ça, c'est très important. Alors, un sujet et un personnage passionnant, d'abord pour les soutiens qu'il a eu en 40. Il y avait beaucoup de Juifs autour de lui, on le sait pas toujours. Certains, évidemment, après, en 62, se sont sentis trahis. Je pense aux rapatriés d'Algérie. Et puis, en 67, avec sa fameuse phrase, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, il y a beaucoup de controverses, d'ambiguïtés autour du personnage et surtout autour de ses relations avec Israël, avec les Juifs aussi. Oui, il faut se souvenir que De Gaulle, c'est quand même un chrétien, si vous voulez, dont le papa était dreyfusard avant l'heure, et qui lui avait dit, et il s'en est souvenu toute sa vie à Londres, aujourd'hui la France est couverte de honte parce que on a condamné l'officier Dreyfus. Donc il y avait ça dans le fond de son histoire à lui, et surtout cette espèce d'immense concept qui est propre aux militaires de France, c'est le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, comme le colonel Picard dans l'affaire Dreyfus l'avait eu, et donc il a été élevé entre, si vous voulez, cet antisémitisme un peu connu des chrétiens de France, mais aussi ce sens de la justice et de l'honneur qu'il avait perçu chez lui à la maison. Ensuite, cet homme-là s'est retrouvé à Londres, bien sûr, tout le monde connaît l'histoire, mais il avait à ses côtés René Cassin. René Cassin, c'est quand même, si vous voulez, ce qu'on fait de mieux dans les Israélites de France, au niveau de leur parcours historique avec la Déclaration des droits de l'homme. Il a été celui qui, aux côtés de De Gaulle, pendant toutes ces années à Londres, a véritablement structuré les valeurs de cette résistance, jusqu'où on pouvait aller. Il y avait des lois, il y avait des structures. C'était tout à fait extraordinaire. Il y avait un autre homme, le général Koenig, qui était à ses côtés, qui n'était pas juif, mais qui avait reçu dans la Légion étrangère beaucoup de combattants juifs, et qui avait vu et qui avait donné à De Gaulle, et c'est ce qu'il lui avait dit, qu'il avait reçu des juifs à l'époque de la résistance à Londres, avec toute leur passion pour défendre leur pays. C'était des gens qui avaient choisi la France, qui étaient sortis de Pologne, d'autres endroits où il y avait des pogroms, et il y avait des choses terribles sur le plan de la liberté des hommes et de la liberté d'expression, et qui étaient là, mais vraiment à vouloir. Mon père, par exemple, et son frère jumeau se sont mobilisés parmi les premiers dans la Légion étrangère pour être aux côtés de la France, de la résistance. Donc ça, il avait ces deux aspects-là dans son si vous voulez, ADN. Il a été, je crois, admiratif de cette participation. Et puis après, il y a eu la politique. Vous l'avez rappelé, il y a eu l'Algérie. Entre Israël, mon ami, mon allié, et la guerre d'Algérie. Et puis, ce qu'il en est sorti, il y a eu véritablement, si vous voulez, et ça on ne peut pas le nier, un changement d'objectif au niveau de la France. Parce qu'il faut se souvenir quand même que la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas pour sauver les Juifs, ni à Londres, ni en Amérique, ni en France. C'était pour faire en sorte que la liberté nationale de ces différents pays soit sauvée. Les Juifs, c'était un collatéral qu'on a commencé à comprendre après la guerre, parce que les Américains ne sont pas rentrés en guerre pour sauver des Juifs, ils auraient pu le faire, puisqu'ils avaient toutes les informations. La France et le reste aussi, ils ont essayé de sauver leur territoire et leur nation. Ce qui s'est passé avec les Juifs après, effectivement, si vous voulez, De Gaulle, il est allé à Buchenwald, il a écrit
l'horreur, etc., mais aussi l'espoir. C'est-à-dire que pour lui, cette horreur de 6 millions de juifs, c'était aussi l'espoir de l'humanité après. Alors c'est très ambigu, comment est-ce qu'on peut expliquer une chose pareille ? Mais il l'avait en lui, et puis après, effectivement... il a été quand même un soutien d'Israël au tout départ, enfin, je veux dire, à tous les niveaux. Il a été un soutien d'Israël parce qu'il a été émerveillé d'admiration devant un homme comme Ben Gourion, qui construisait, mettait en place un pays pour le peuple juif. C'était une histoire invraisemblable du XXe siècle. Il paraît qu'il a été très marqué lorsqu'il est venu en 1940 en Israël. On ne le sait pas, mais il est venu au moins 2 fois en Israël, je crois en 1930-1940, par le côté pionnier, par les yishuvim, par les implantations. Ça l'a fasciné. Oui, parce qu'il a compris avant l'heure, si vous voulez, que cette détermination complètement historique et atypique au XXe siècle, il n'y a pas eu d'autre État qui est ressorti de ce conflit international, avec un homme qui avait une vision extraordinaire, et puis aussi, effectivement, notre déclaration à nous, qui a été la base de la structure politique, juridique et de valeurs humaines d'Israël. Il en était très admiratif. Il a été à nos côtés pour la guerre de Suez, il a été à nos côtés pour la guerre de l'indépendance. On était très proches, et puis se sont tissés des liens extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Malgré les montagnes russes politiques, si vous voulez, sur le plan militaire, entre les militaires de France, la sécurité de France, les renseignements généraux de la France et ceux d'Israël, il ne s'est pas passé une journée où, depuis la création de l'État d'Israël, il n'y ait pas eu un dialogue extraordinaire. On peut dire qu'à un moment, ça c'est, on va dire après la création d'Israël, on peut dire à peu près pendant une dizaine d'années, ça a été la lune de miel. Et puis après, peut-être au moment où la France aussi s'est désengagée de l'OTAN, on peut dire que De Gaulle a mis un stop avec ses relations, enfin avec Israël, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau atomique aussi. Au niveau politique, vous avez raison, mais au niveau militaire, je puis vous assurer que l'école de guerre en France, où tous nos grands généraux, de Yanush Ben Gal aux autres, ont fait leurs études, il est resté jusqu'à aujourd'hui une solidarité et une admiration. En dépit de Gaulle, alors. En dépit de... Y compris les vedettes de Cherbourg. Hein. Et De Gaulle a aussi, si vous voulez, complètement... assez fâché également au niveau de la désobéissance, qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, De Gaulle a dit, à l'époque avant de la guerre des 6 jours, il a dit « On ne sera pas à vos côtés si vous êtes les premiers à tirer ». Et ça, il ne l'a pas pardonné. Alors, il n'a pas pardonné cette désobéissance et il n'a pas vraiment compris qu'Israël n'a pas le choix. On ne peut pas être les seconds. On est obligé de devancer l'attaque. Oui, il avait une théorie en disant il pensait que les armées arabes ne pourraient pas, même si Israël était attaqué par elles en premier, Israël ne pourrait pas perdre. Oui, mais je crois qu'il n'avait pas une véritable, si vous voulez, connaissance de tout ce qui se passait sur le terrain ici. Il avait son idée, qui était celle que, voilà, on sera à vos côtés. Il a pris ça comme une désobéissance. Complètement. Il a été, et c'est écrit dans ses mémoires, c'était une désobéissance. Et donc ça, c'est devenu, si vous voulez, quelque chose de dramatique, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Quai d'Orsay a exactement ce type de théorie. Si vous tirez les premiers, on ne sera pas à vos côtés. Pour l'Iran, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que si on est au seuil d'une attaque iranienne, Israël ne prenne pas l'initiative, non pas de se défendre, mais d'attaquer pour véritablement faire de cela quelque chose qui soit le moins dramatique possible pour Israël. Donc, si vous voulez, ça, on le paye jusqu'à aujourd'hui. Le Quai d'Orsay, jusqu'à aujourd'hui, est complètement dans cette image et théorie d'Israël. Et puis, il y a eu, ce que vous avez souligné, tout le changement politique des pays arabes avec l'indépendance de l'Algérie, et De Gaulle a choisi les intérêts de la France. On raconte qu'il y a eu une attaque en fait israélienne en 1968 à Beyrouth, qui était en représailles en fait à un détournement qui avait eu lieu en Grèce et qui avait coûté la vie de 2 Israéliens dont une petite fille, et que les Israéliens s'étaient vengés en attaquant Beyrouth. Et donc, De Gaulle, et il y avait des hélicoptères français, et De Gaulle n'a pas du tout apprécié. On dit que c'est ça qui a fait que tout a changé. Oui, pas vraiment, parce que si vous voulez, il y avait 2 choses en parallèle. Il y avait l'intérêt de la France. C'est quelque chose de supérieur chez De Gaulle. C'est avant tout, au-dessus de tout. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il a compris, avec l'indépendance de l'Algérie, que
tous les pays occidentaux allaient se retirer du Moyen-Orient d'une certaine manière, plus de mandats, plus de colonisation, etc., etc. Il fallait retrouver un lien qui puisse permettre une relation, qui puisse conserver les ressources, etc., etc. Donc Israël est devenu beaucoup moins important à ses yeux. Il n'avait pas du tout la même, si vous voulez, perception et sensation et compréhension qu'ont eu les Américains après, puisque les Américains sont rentrés dès qu'effectivement les Européens, dont la France, ont laissé le champ libre vis-à-vis de ce qui se passait ici en Israël. On peut dire qu'après l'embargo de 67, tout a changé en fait. L'embargo de 67 a été dramatique, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre de Kippour, le pont aérien des équipements militaires entre les États-Unis et Israël a été absolument exceptionnel. Je veux dire, les gens étaient à Ben Gurion, on descendait les cargos d'équipements, on descendait les hélicoptères, et c'est grâce à eux, si vous voulez, qu'on a pu arriver à effectivement gagner. Ce qui est très intéressant, c'est que De Gaulle a fait une autre conséquence à sa position. C'est pour la communauté juive. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui ait fédéré la communauté juive dans sa double allégeance comme De Gaulle. Parce qu'avant, les Français israélites étaient Français avant tout. Ils ne voulaient pratiquement pas entendre parler d'Israël. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'à partir du moment où il y a eu cette espèce d'angoisse existentielle sur l'existence d'Israël, sur la pérennité d'Israël à la veille de la guerre des 6 jours, eh bien les Israélites de France sont devenus les Juifs de France, avec cette double allégeance qu'il a tellement contestée et qu'il n'acceptait pas, et ils sont devenus des franco-juifs avec un attachement particulier à Israël. C'est peut-être vrai, mais Raymond Aron, dans son livre, d'ailleurs vous avez intitulé le colloque, sûrement en référence à ce livre. Complètement, c'est Denis Charbit qui l'a écrit, bien sûr. Israël, De Gaulle et les Juifs, De Gaulle, Israël et les Juifs. Alors lui, il explique justement que De Gaulle a fait à l'époque une dissociation entre les Juifs, l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est là qu'il a institue, on peut dire, une brèche qui nous coûte très cher jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors d'un côté, oui, par rapport à la fédération des Juifs, de ce que vous venez d'expliquer, mais par rapport à Israël, il y a... Oui, parce qu'il a mis, si vous voulez, les communautés juives au pied du mur, en disant, est-ce que vous êtes Français avant tout ? Et c'est la France, l'intérêt de la France. Et à ce moment-là, si vous voulez, dans ce contexte-là de l'époque, Israël était moins important pour l'intérêt de la France, pour un certain nombre de raisons, y compris et surtout, si vous voulez, pour ce choix politique d'être plus proche des pays arabes qui étaient en train d'émerger après des siècles de colonisation et de mandat, avec des ressources extraordinaires. Et De Gaulle avait une vision tout à fait exacte de ce qui pouvait se produire pour la suite, parce qu'il fallait véritablement trouver un dialogue avec ce type de pays. Ceci dit, si vous voulez, ce qui est formidablement intéressant, c'est que, effectivement, De Gaulle n'était pas antisémite, ça c'est clair, mais je ne pense pas qu'il ait eu véritablement la compréhension absolue de ce drame, d'abord de la Shoah, ensuite de l'émergence de ce peuple juif qui finalement allait être autre chose qu'une victime collatérale de l'horreur nazie. Et je crois qu'il a eu beaucoup de mal à rattraper tout cela. Il l'a compris un petit peu plus tard, grâce à tous ces gens autour de lui qui étaient très proches, comme Michel Debré, comme René Cassin, encore une fois, qui sont des gens exceptionnels, qui lui ont donné, si vous voulez, véritablement les valeurs qui ont conduit à l'établissement de cet État dans ces conditions-là, avec ce type de relations internationales. Mais depuis, on est dans un malentendu avec la France. Eh ben oui, notre ami Éric Danon travaille d'arrache-pied depuis 4 ans pour essayer de reconstruire des liens de confiance, tout en sachant et tout en voyant et tout en travaillant tous les jours sur les échanges des renseignements généraux, sur l'aide mutuelle, sur tout ce qui se passe pour les cellules antiterroristes, etc. Mais véritablement au niveau politique, pour avoir un allié certain, solide, pour n'importe quelle situation, dont évidemment l'Iran qui est la plus préoccupante, c'est très compliqué. Vous pensez que la France a encore une carte à jouer ? On voit aujourd'hui que les Américains sont toujours les alliés d'Israël, mais sont
un peu plus frileux. On voit que Benjamin Netanyahu n'a pas été encore invité à Washington. Est-ce que vous pensez que la France a une carte diplomatique à jouer ? Écoutez, je pense que tout le monde a une carte à jouer dans le cas d'un conflit de cette nature. Je pense que les intérêts, si vous voulez, à la fois évidemment économiques, etc., sont extrêmement imbriqués et impliqués, et que plus on aura de voix qui vont essayer de changer les rapports de force, ce sera le mieux. Évidemment, aujourd'hui, si vous voulez, quand on voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte et d'autres pays aller faire des accords avec l'Iran comme s'ils faisaient partie des nations les plus, si vous voulez, les plus stables et les plus honnêtes avec lesquelles on peut avoir des relations, c'est extrêmement préoccupant. Mais je pense, si vous voulez, que bon, il y a eu beaucoup d'erreurs de fait, à la fois de notre côté, probablement, et puis aussi à la fois du côté des Américains, qui aujourd'hui ont leurs propres problèmes économiques, relationnels. La Chine est véritablement aujourd'hui dans une situation qui est très semblable à celle qu'avaient les Américains il y a une vingtaine d'années. Ils sont très forts économiquement, ils sont tout à fait prêts à ouvrir les portes à toutes sortes de dialogues, et ils sont en fait, si vous voulez, les parrains de ce nouveau dialogue saoudien-iranien et égyptien-iranien et d'autres encore. C'est très préoccupant, et ça va nous permettre, si vous voulez, de regarder l'avenir avec la session précisément à la fois du journaliste Giraud et à la fois de l'ambassadeur Danon sur ce qui va être construit demain par rapport à tout ça. Bon, alors, évidemment, c'est un colloque qui s'annonce passionnant. Il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés. Vous avez parlé de Vatican II, vous allez parler des rapports entre De Gaulle et Ben Gurion. Pourquoi Ben Gurion était aux obsèques du général De Gaulle. Oui, parce qu'il faut sortir de ce décryptage justement de trahison pour beaucoup de gens dont De Gaulle s'était exprimé dans cette fameuse conférence de presse. Alors, évidemment, les historiens, les scientifiques, l'Institut De Gaulle qui sont là, très présents, leur but, si vous voulez, c'est de montrer que les choses n'étaient pas aussi simples que ça n'était pas un premier degré, qu'il y avait peut-être d'autres explications possibles. C'était peut-être une phrase due à une fâcherie d'ego, puisque c'est en 67, quand il dit peuple d'élite sûr de lui et dominateur, alors il revenait à l'époque, en plus, juste avant cette fameuse conférence de presse de Pologne, où il avait vu les camps, il s'était recueilli. Enfin, ça paraît fou, quoi. Oui, non, mais pas vraiment, parce qu'encore une fois, si vous voulez, il y a ce concept qui est très compliqué à comprendre pour nous. Mais, comme d'ailleurs je l'ai rappelé tout à l'heure, le colonel Picard dans l'affaire Dreyfus, bien qu'il était antisémite, etc., l'honneur de la France, l'honneur d'un homme militaire, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est dans l'ADN de ce grand bonhomme qui a quand même une vision exceptionnelle et qui a été ce héros du 18 juin dont tout le monde se rappelle et qu'on salue bien entendu jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a eu un certain nombre d'incompréhensions et un certain nombre aussi, si vous voulez, de fausses vérités qui ont été basées sur cette espèce de rapport un petit peu de colon à une maison mère qui était en train de se défaire avec l'Algérie et d'autres pays. Mais je crois que De Gaulle regardait Israël avec beaucoup d'affection, mais avec aussi beaucoup de paternalisme. Et que donc, dans ce paternalisme-là, c'est mon opinion, ça n'engage que moi, il y avait cette exigence d'obédience à celui qui comprenait, qui voyait, etc. Bien qu'il ait eu, encore une fois, à ses côtés, des gens qui véritablement ont été pour lui, ont donné du sens à son combat de la résistance, de la plus belle manière qui soit, et ils étaient non seulement juifs, mais profondément juifs. La déclaration des droits de l'homme de René Cassin, qui s'est d'ailleurs un petit peu fâché avec lui plus tard, à la suite de cette fameuse conférence de presse, c'était quand même extrêmement important sur son parcours. Alors on va entendre tout le monde, on va avoir l'Institut De Gaulle, bien sûr, avec Hervé Guémard, et puis tous les gens qu'ils ont invités. Denis Charbit est le référent académique, le directeur académique de ces rencontres. Dieu merci, il est à l'université ouverte, mais il est aussi chez nous, donc on en est particulièrement heureux. Et pour nous, si vous voulez, pour le campus francophone de Netanya, c'est une chance magnifique, parce que vous savez que nous sommes franchement des battants pour la francophonie. Eh bien oui, parce que tous les ans, vous organisez un fameux colloque, bien qu'Israël ne fasse pas partie de la francophonie, vous ne lâchez pas, vous combattez pour cette cause qui vous semble tout à fait naturelle. Israël doit entrer dans la francophonie. Mais parce que ça n'a pas de sens. Eh bien, je suis d'accord avec vous. On est probablement un des pays les plus francophones au monde.
On est probablement un des pays qui font une place majeure à la culture française, aux rencontres françaises, à l'intellect français, à l'éducation française. Et bien que nous fassions partie de l'université francophone mondiale en tant que campus francophone, donc en tant qu'institution, je veux dire, c'est juste une aberration. Donc il serait peut-être temps que la France, qui est quand même l'acteur majeur de cette organisation de francophonie mondiale, prenne une décision courageuse et passe outre des vétos qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui, qui sont assez obsolètes. Un peu obsolète aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de thèmes, beaucoup de choses. Une grande journée pour la francophonie. Et on dira avec ses merci à l'ambassadeur Danon avec un honoris causa remarquable qu'il mérite bien. Et on le fait de tout cœur et on va le regretter, bien sûr, à la fin de son mandat en août ou en septembre prochain. Mais il a été vraiment, il est, si vous voulez, un véritable ami. Le cœur, les yeux et la tête ouverte sur tous les sujets. Il nous a donné avec beaucoup de générosité, beaucoup de soutien, et en France et ailleurs, ce qui va nous permettre d'ailleurs, dans ce dont je vous ai parlé un petit peu hors micro, la création de cette chaire de diplomatie internationale francophone dont il prendra la tête en tant que président académique. Bon, alors, une belle journée à ne pas manquer. Ce sera le lundi 20 mars. Des chansons. Bien sûr, je n'ai pas terminé. Je vais tout expliquer à partir de 14h. Alors ça, ce sera pour les discussions, pour les débats, le colloque sur différents thèmes dont on a parlé tout de suite. Vous pouvez, c'est gratuit, évidemment. On peut réserver au 09 860 78 92. Et si vous avez envie de prolonger la soirée, eh bien, il y a une soirée musicale magnifique, franchement. On chantera. On va chanter tous ensemble des chansons de la France. Voilà, Déborah Benassouli, Brel, tout y passe. Reggiani, ça va être sublime. Voilà, donc ça, ce sera payant, c'est normal. Pour les artistes, donc une très très belle journée et soirée en perspective. Bravo pour l'organisation. Merci infiniment, Cathy. Merci d'avoir pris le temps de nous laisser parler en profondeur des vraies questions. Et je pense que, si vous voulez, ça va être passionnant. Très franchement, j'invite tout le monde à venir. Bien sûr, pour sortir des idées, des sentiers battus, voilà, des idées qu'on a toutes faites sur le général de Gaulle, sur nos relations et ses relations. Et sur la manière dont un grand décideur peut penser quelquefois, ça va peut-être nous faire penser à d'autres décideurs qu'on essaie de décrypter. C'est pas simple. Ok, merci beaucoup, Claude. À bientôt. Merci infiniment, Cathy.